Espace Éco, nouveau numéro, bienvenue à tous. L'indépendance financière de l'Union africaine semble désormais un enjeu de taille pour ses États membres. Si le défi n'en est pas à son coup d'essai, la nouvelle stratégie pour atteindre enfin cet objectif mérite tout de même qu'on s'y attarde. La création d'une taxe de 0,2% sur les produits non africains importés en Afrique, dénommée taxe Kagame, est la nouvelle politique proposée pour rendre financièrement autonome cette organisation quasi dépendante des donateurs étrangers. Cette nouvelle taxe, si elle était adoptée par l'ensemble des pays africains, pourrait permettre de générer à hauteur de 1,2 milliard de dollars, largement au-dessus du budget actuel de l'Union africaine, estimé à plus de 800 millions de dollars. Cependant, cette taxe n'est pas du goût de tous les dirigeants africains. Des économies comme l'Égypte, l'Algérie, le Maroc ou encore l'Afrique du Sud et le Nigeria, beaucoup plus tournés vers l'extérieur, ne l'accueillent pas avec enthousiasme. Au regard de ces divergences de vues, quelles sont les chances d'une mise en œuvre efficace de cette mesure? Qu'en est-il de son application au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC? La taxe sur les importations est-elle une panacée pour l'affranchissement du système financier de l'Union africaine? Eh bien, on mènera la discussion avec nos invités. Casimir Pedjo, bonjour. Bonjour Crépi, bonjour chers téléspectateurs. Journaliste économique, vous êtes également le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, Wilfried Monou, bonjour. Bonjour Crépi. Consultant en marketing et communication, vous êtes également journaliste économique et directeur de publication du tabloïd Économie et Plus qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, l'autofinancement de l'Union africaine à partir de l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations de produits non africains, une mesure qui va certainement apporter une considérable marge de manœuvre pour le fonctionnement de l'organisation. Cela fait l'unanimité, Wilfried Monou. Oui, cela fait l'unanimité et puis il est temps que l'organisation puisse financer tout au moins son fonctionnement. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement le budget de l'organisation est financé à plus de 80% par les partenaires techniques et financiers, ce qui ne nous fait pas de cette organisation une organisation véritablement indépendante qui pourrait prendre des décisions qui engagent l'avenir de l'Afrique. Alors, Casimir Pedjoro, c'est incontestable, la taxe de 0,2% sur les importations en Afrique, il fallait la créer. Oui, et j'ai aimé tout de suite le mot que vous avez employé là, les produits non africains. Les produits non africains, c'est sur ça nous irons collecter des taxes pour notre fonctionnement et non nos produits. C'est déjà ça l'erreur de départ. J'ai quand même l'impression que l'Union africaine, les dirigeants ont réfléchi pour déplacer le problème d'un endroit à un autre. Il faut travailler soi-même pour s'autosuffire. Lorsque vous dites que vous êtes souverain, vous devez faire face aux dépenses donc, de votre souveraineté. Et donc travailler pour véritablement alimenter les différents segments de votre fonctionnement. Ça relève de la souveraineté aussi. Et non compter sur ce que autrui a à faire. Et quand on parle des importations, je pense savoir que c'est ce que autrui a produit et qu'on nous envoie ici. C'est sur ça on veut taxer 0,2% pour pouvoir financer notre fonctionnement. C'est ce que autrui a bien organisé. C'est l'organisation presque parfaite, sinon parfaite, des pays donc, de l'Europe, d'Asie, d'Amérique et autres qui aujourd'hui va financer l'Union africaine. J'ai quand même l'impression que c'est toujours la même chose qu'on veut faire, mais c'est déjà bien qu'on puisse donc quitter le tutorat, cette histoire de l'Union africaine financée par l'Union européenne, les États-Unis et bien d'autres encore. C'est déjà bien, mais je dis, on a fait un pas, mais ce n'est pas encore le pas décisif pour véritablement parler du développement donc, de l'Union africaine. Même si cela est imposé sur la production venue d'ailleurs, cela forcément aidera à effacer un tant soit peu cette image du mendiant assis sur une mine d'or. Oui, et c'est pourquoi je voulais dire à Casimir qu'il faut commencer quelque part. Il faudrait quand même
féliciter enfin les dirigeants africains qui ont fini par trouver une issue pour commencer par aller vers l'autofinancement de l'institution. Alors, ce n'est pas la première fois que les dirigeants du continent ont voulu instaurer une taxe pour financer l'organisation continentale. Cela veut dire qu'il y a une certaine volonté politique à aller vers l'autonomie financière de l'Union africaine. En 2014 déjà, si j'ai bonne mémoire, une mesure du genre avait été déjà proposée par Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Il proposait un prélèvement de taxes sur les billets d'avion, sur les nuitées d'hôtel et sur les SMS envoyés par téléphone portable. Une mesure qui a échoué à cause des réticences de certains pays qui abritent de grandes compagnies aériennes. Mais qu'est-ce qui pourrait garantir la réussite de cette nouvelle réforme financière, cette fois-ci initiée? Bon, vous savez déjà que en Afrique, au niveau des organisations sous-régionales, nous avons réussi au moins la mise en place des prélèvements communautaires et qui ont fait aujourd'hui le lit à cette tasse qu'on tasse de Kagame. Donc je pense que c'est une chance de financer enfin l'Union africaine à travers nos propres ressources locales. Oui, mais si la proposition de 2014 de l'ancien président Olusegun Obasanjo a échoué, qu'est-ce qui prouve que la proposition de Paul Kagame aura du succès? Dans le temps, vous savez qu'il y avait la réticence partout. Aujourd'hui, au moins, nous avons déjà au moins 22 pays qui ont adopté le principe et 12 l'appliquent dans le Bénin. D'accord? Donc, il faut encourager et œuvrer pour que les autres pays puissent adhérer, surtout les pays que vous avez cités, l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie et même le Maroc, qui sont beaucoup plus tournés vers l'importation. Vers l'extérieur. Or, c'est tous les pays africains qui vivent ou dépendent des importations. Or, pour aller vers l'équilibre, il faut commencer déjà par faire des ponctions sur les importations qui viennent vers nous, de temps de rééquilibrer la balance commerciale. Oui, je voudrais déjà faire observer la nature donc de ce prélèvement que je peux appeler, du moins de cette proposition d'Obasanjo. Vous avez parlé des billets d'avion, vous avez parlé également des nuitées d'hôtel. Des prélèvements sur les SMS envoyés par téléphone. C'est sur la production locale. C'est sur le produit intérieur brut qu'on allait prélever en son temps. Cette proposition, je crois qu'elle était la bienvenue. Mais ça a connu des résistances parce qu'il y a forcément certains qui se voient peut-être plus payeurs que d'autres. Alors, ça pose un problème. Et quand on transpose donc 2014 à 2018, et on voit que c'est les mêmes poches de résistance presque, où il y a certains leaders, enfin, certains grands pays importateurs qui ne veulent donc pas entendre de bon oeil cette pas la mesure équitable. Il va falloir faire un travail de soubassement. Il va falloir mettre sur pied aujourd'hui un mécanisme pouvant permettre à ces pays qui seront les premiers, qui vont plus être cotés donc sur ce financement-là, il va falloir leur garantir une certaine mesure que les autres pays n'ont pas. Dans certains pays, enfin dans certains regroupements, il y a forcément certains pays qui ont ce qu'on appelle le droit de veto, par exemple. Et ces pays qui ont le droit de veto, c'est parce que dans la cagnotte, ils misent beaucoup dans la cagnotte. Et donc, vous ne pouvez pas décider tout de go à mettre tout le monde au même niveau alors que nous ne payons pas les mêmes tasses. Et donc, des pays comme l'Égypte, comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, qui ont bâti peut-être une certaine économie sur l'importation ou bien qui voient que le poids de leurs importations est largement supérieur par rapport à des pays comme le Bénin ou le Togo, je ne sais pas trop, sont aujourd'hui en même de dire, mais écoutez, nous ne pouvons pas payer la même chose. Et donc, à ces pays, il faut faire un travail de soubassement. Il faut forcément que l'Union africaine puisse aller négocier les conditions dans lesquelles ces pays-là vont adhérer. Je crois qu'il a manqué ce travail diplomatique à ces dirigeants
Il a manqué ce travail diplomatique, certainement à Kagame. Quand vous parlez de faire un travail de soubassement, est-ce que c'est une façon de dire qu'il faut finalement envisager des mesures spécifiques à ces pays qui vont plus payer en termes d'importation? Bien sûr, il y aura des pays, nous sommes ensemble 54-7, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions, nous n'avons pas les mêmes chances, nous n'avons donc pas les mêmes rôles. Il va falloir mettre dans un panier ceux qui sont les gros payeurs, mettre dans un autre panier ceux qui seront les moins payeurs. Et par rapport à ceux qui sont les gros payeurs, par rapport à une certaine décision, ils seront les privilégiés. C'est de ça qu'il s'agit, parce que tous les pays ne s'équivalent pas sur le continent. Il faut des pays forcément qui ont le lead économique et qui veulent garder ce lead économique. Vous ne pouvez pas comparer un pays comme le Nigeria à côté du Bénin. Le Bénin ne peut pas avoir droit de vote au même titre que le Nigeria. Le Nigeria ne peut pas avoir droit de vote au même titre que le Togo, ainsi de suite. Donc, il faut définir ces préalables-là pour que les pays sachent clairement que si je paye tel montant, c'est que j'ai tel avantage, mon peuple a tel avantage, et voilà les prérogatives que nous avons. Quand ce serait ça, et que vous aurez fait ce lobbying-là de communication, aller vers eux, le lobbying diplomatique, je crois que les pays vont se sentir concernés par la question. Mais si c'est mettre tout le monde dans le même panier et dire nous sommes l'Union africaine, payez parce que vous importez, payez parce que vous n'importez pas. Moi, je crois que le débat serait toujours biaisé, parce que quelle que soit la mesure qu'on va mettre sur pied, il y aura toujours des pays qui seront favorisés parce qu'ils sont en bonne position. Et il y aura toujours des pays qui seront défavorisés parce que c'est des petits pays qui veulent forcément grandir, mais n'ont pas le poids des grands pays. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça, je continue par le dire. Il va falloir trouver le mécanisme par lequel amener ces 4 leaders de l'importation sur le continent. Je veux parler de l'Égypte, je veux parler de l'Afrique du Sud, je veux parler de l'Algérie, du Maroc et pourquoi pas du Nigeria. Et vous comprenez, aujourd'hui, l'Union africaine elle-même, elle a compris et elle veut donc que le président égyptien puisse également assurer la prochaine fois le lead politique donc de leur rassemblement à partir de 2019. On propose déjà à ce chef d'État, l'Algérie, l'Algérie de venir diriger pour que véritablement ce pays puisse être confronté certainement aux réalités d'organisation et va comprendre pourquoi aujourd'hui il faut investir, pourquoi aujourd'hui accepter les 0,2% d'imposition sur les importations. Il va falloir comprendre. Donc je dis, il faut des mesures d'accompagnement à ces pays-là qui sont en train donc de tenir tête. Alors, Wilfried Monod, nous sommes en train de parler de ces économies dynamiques, beaucoup plus tournées vers l'extérieur, qui estiment que cette taxe n'est pas forcément équitable. Nous les avons cités tantôt. Et lorsqu'on sait que ces pays pourraient représenter à eux seuls la moitié du budget qui sera obtenu grâce à ces prélèvements de la taxe des 0,2% sur les importations, est-ce que leur réticence ne risque pas de faire échec à la mise en œuvre effective de ces réformes à l'échelle continentale? Non, je pense qu'au moins une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, certains pays ont commencé par mettre en application la décision, à adopter la décision. Comme Casimir le dit, c'est vrai, il faudrait aller peut-être vers d'autres avantages pour inciter les pays à payer, à mieux contribuer à cette tâche. Mais moi, je pense plutôt que le fait de commencer à mobiliser déjà au moins les 50%, les autres pays qui ne se feront pas, ne seraient pas alignés aux autres, c'est-à-dire les gros pays que vous avez cités, ne pourront pas alors bénéficier des mêmes assistances. Parce que lorsque vous êtes à jour, lorsque vous respectez les règles, il faut aujourd'hui qu'on puisse définir des clés pour que vous ayez des services, des assistances de l'organisation que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, tels que les infrastructures. Or, un seul pays, à lui seul, ne peut pas construire les infrastructures communautaires. Et il faut que ça soit au niveau de la communauté. Mais lorsque vous payez, vous collectez régulièrement, ça signifie que vous devez bénéficier de ces infrastructures par rapport à ceux qui n'investissent pas, ne collectent pas, par exemple, les taxes. Et donc, ça doit être beaucoup plus les leviers sur lesquels
il faut qu'on agisse pour que tout le monde s'aligne. Et déjà, il faut saluer que la volonté politique y est. Et il suffit de continuer le dialogue, de continuer la négociation, et on aura l'unanimité. Donc, c'était un peu comme si vous étiez de l'avis de Casimir Pedro, qui pense qu'il faut envisager des mesures spécifiques pour ces gros payeurs. Il faut forcément envisager des avantages. Il a parlé de droit de veto, mais il faut penser à autres avantages. Par exemple, vous bénéficiez d'une meilleure quote-part d'investissement lorsque vous collectez plus gros. Est-ce que vous voyez? Alors, parlons toujours de cette nouvelle taxe de 0,2% sur les importations qui devrait s'appliquer à tous les pays, les 54 pays de l'Union africaine, à l'exception de certains biens qui n'ont pas encore été cités. Forcément, on sait qu'il y a les médicaments qui ne seront pas imposés. Du coup, la crainte de ce que cette taxe provoque une hausse des prix de certains produits de première nécessité et pesant sur le coût du pouvoir d'achat, il y a cette crainte qui subsiste forcément. Oui, il y a cette crainte, mais la crainte est beaucoup plus à négliger en ce sens que ça dépend de là où chaque pays décide donc d'imposer les 0,2%. Si c'est sur le fournisseur, c'est-à-dire le partenaire qui envoie le produit sur le continent africain, si c'est sur sa charge, je crois que nous sommes en phase avec la volonté de l'Union africaine. Mais si c'est sur la charge de l'Africain, c'est-à-dire si c'est au cordon douanier, enfin, au niveau donc de l'entrée, à l'entrée, que les 0,2% seront imposés, forcément le coût de revient des produits importés va un peu grimper, mais je continue par le dire, 0,2% lorsqu'on calcule sur le coût de revient, cela est insignifiant par rapport aux produits entrés. C'est beaucoup plus sur l'ensemble. Lorsque vous avez un pays par exemple qui au cours d'une année N a importé environ pour, je dis quelque chose, pour 1000 $, par exemple, et qu'on doit imposer 0,2%, ça représente une masse importante. Mais lorsque c'est au niveau donc de l'activité, au niveau des importateurs, le coût ne va pas trop se faire ressentir parce que 0,2%, ça ne va pas augmenter l'inflation sur le continent. Mais le problème que ça va créer beaucoup plus sur le continent, c'est par rapport au respect donc de certains des tests auxquels certains pays ont adhéré. Tels que par exemple l'harmonisation des taxes, le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Est-ce qu'avec ces 0,2%, est-ce que ces pays ne vont pas donc aller au-delà donc de ce seuil-là? C'est ce qu'il faut véritablement observer ici. Mais l'autre chose aussi que je voudrais quand même souligner dans ce débat par rapport donc à cette imposition, c'est que forcément au niveau des pays qui seront assujettis à cette taxe, les 54, tout le monde ne va pas payer. Tout le monde ne va pas payer parce que ici, il faut déjà dire que l'Union africaine en elle-même, quand on dit quelle est sa fonctionnalité aujourd'hui, quel est le rôle de l'Union africaine, les actions de l'Union africaine sur l'économie aujourd'hui ne sont pas perceptibles. On a quand même l'impression que c'est un regroupement beaucoup plus politique qu'économique. C'est beaucoup plus militaire qu'économique. Et donc, les pays ne se verront pas forcément gênés de vouloir le faire. Et lorsque vous dites, par exemple, qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour ces gros payeurs, par exemple, qu'est-ce que l'Union africaine pourra véritablement faire pour un pays comme l'Égypte qui déjà a développé, a atteint un certain niveau de développement, a déjà une diplomatie économique offensive à l'international, qui déjà à lui seul a un poids au niveau de certains décideurs, au niveau de certains investisseurs, ou quand vous dites aujourd'hui Égypte, mais ça fait respect dans certains milieux économiques. Quand vous dites Maroc dans certains pays, ça fait respect. Quand vous dites Nigeria, ça fait respect. Mais quand vous dites Union africaine, bon, on essaie de voir, c'est beaucoup plus politique. Et donc, véritablement, l'Union africaine doit travailler pour transcender donc la diplomatie économique que ces
différents pays avaient déjà, pour que véritablement, lorsque l'Union africaine dise, écoutez, vous me payez tel montant à l'imposition donc de vos importations, moi je pourrais vous garantir par exemple l'énergie électrique. Est-ce que l'Union africaine est capable aujourd'hui d'aller négocier des marchés d'énergie renouvelable aujourd'hui au niveau donc de à l'international et mettre à la disposition de l'Égypte? L'Égypte qui déjà s'autosuffit sur un certain nombre de choses. Voilà les véritables questions. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui a la force une véritable politique pour dire par exemple au Nigeria, écoutez, nous allons endiguer le phénomène donc du Boko Haram, nous pouvons le faire et nous allons le faire pour vous? Est-ce que l'Union africaine a véritablement ces forces-là? Non. Donc je crois que c'est quand ils auraient réussi donc ce exercice donc de souveraineté, parce que c'est de ça il s'agit, quand ils auraient réussi donc ce pouvoir à véritablement s'imposer, que quand ils vont dire voilà ce que nous voulons, ils pourront l'avoir. Ne l'oublions pas, l'Union était impuissante, ce n'est qu'un début, c'est qu'un petit pas vers l'autonomisation financière. Wilfried Monou, cette crainte du coût sur les populations et le poids sur le pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il y a à craindre. Il y a à craindre que cette taxe vienne renchérir les coûts au niveau des prix de cession des biens et services au niveau des Africains. Mais nous devons accepter, supporter ce coût si nous voulons vraiment aller et accompagner cette institution. Et comme le dit Kazmi, on a soif de sentir cette organisation au contact de nos réalités. On a envie de sentir dans les échanges avec le reste du monde que cette organisation prenne le devant pour avoir à défendre un point de vue uniforme de l'Afrique pour les causes de l'Afrique, pour les décisions qui doivent être prises au plan international. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui gêne, malgré tout ce que l'Afrique offre sur le marché, on ne pèse que moins de 5%. D'accord? Et donc, or, nous sommes un continent où nous avons un continent qui est un scandale géologique. Est-ce que vous savez, les meilleures réserves du monde, les plus grandes réserves du monde sont en Afrique, quelles que soient les minéraux en matière première. Et voilà que les autres viennent exploiter aisément et nous n'exigeons même pas le transfert de compétences pour que nous-mêmes nous puissions arriver un jour à exploiter et à explorer nos sous-sols. Donc c'est une opportunité pour nous de commencer quelque part. Je pense que la décision doit être encouragée et les pays qui sont réticents doivent se remettre dans les rangs malgré leurs intérêts, parce que lorsqu'on veut vivre ensemble, il faut arriver à perdre un peu de soi pour le groupe. Alors, est-ce que l'expérience de la Côte d'Ivoire n'édifie pas un peu? Au lieu d'aller imposer les 0,2% sur les importations, la Côte d'Ivoire décide de prélever sur les 1% déjà prélevés au niveau de l'UEMOA. Est-ce que c'est une expérience qu'il faut oui, c'est une expérience qu'il faut analyser. Il faut analyser parce qu'en fait, vous savez que en économie, on a besoin souvent des chiffres. Il faudrait, après une période, faire une étude pour voir en fait quelle est la meilleure méthodologie qui ne pressurerait pas le consommable, le contribuable et le consommateur. Vous savez, la Côte d'Ivoire est partie d'un existant au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et aussi au niveau de la CEDEAO, c'est qu'il y avait une taxe analogue au niveau donc de ces deux regroupements-là. Alors, la Côte d'Ivoire s'est donc inspirée de cette taxe jadis payée pour régler donc sa question, pour ne pas augmenter donc à la charge des populations, des consommateurs donc ivoiriens. Et donc, c'est un exemple à édifier. Mais je dis, la Côte d'Ivoire a triché. Quand vous suivez bien de près, la Côte d'Ivoire qui décide désormais de répartir les 1%
en 80 et en 20% pour donc régler la question, c'est-à-dire on envoie désormais les 80% aux regroupements sous-régionaux et envoyer les 20% restants donc à l'Union africaine, c'est une tricherie. C'est une tricherie d'autant plus que avant les deux, enfin la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine gagnaient donc du 100%. Désormais, ils sont 3 à partager du 100%. Et forcément, la Côte d'Ivoire n'aura plus à payer ce qu'elle devrait payer normalement. Donc, c'est une tricherie. Et donc, je ne conseille pas trop cette tricherie parce que ça frise un peu. Certains sont plus intelligents que d'autres. Et quand vous irez dans chaque pays risque donc de développer des aptitudes. Ce souci légitime de ne pas le faire peser sur le consommateur, sur la population. Vous savez, Crépy, la souveraineté a un prix qu'il faut payer. La gestion donc de notre organisation commune a un prix qu'il faut payer, que tous les Africains doivent accepter payer. Nous sommes plus de, je sais pas moi, nous sommes plus de 300 millions donc d'âmes qui vivent sur le continent en ce moment. Je pense que payer au-delà donc des 1000 milliards de dollars pour le fonctionnement de notre organisation commune, ce n'est pas exagéré. Et donc, le fait passer au centime près sur chaque consommateur, je crois que le fait, ce n'est pas déjà être dictateur. Le fait, ce n'est pas augmenter l'inflation. Donc, c'est une vérité de prix, c'est une réalité qu'il faut véritablement le faire. Et ce que je dis, c'est que si je paie, c'est que je dois avoir en retour la bonification, je dois avoir des mesures d'accompagnement, je dois me sentir africain. Un peu comme l'Union européenne qui, jadis, a imposé donc la monnaie unique. Je dois pouvoir dire désormais en Afrique, j'ai une monnaie qui désormais commence par rivaliser avec, sur le marché international. Je dois pouvoir dire, écoutez, nous sommes un accident géologique, mais nous assumons. Vous imaginez la masse de produits qui sortent aujourd'hui du continent sans que cela ne puisse profiter donc au pays, alors que l'Union africaine est là, elle ne fait rien, pratiquement rien. Ça pose un problème. Et donc je dis non, on doit payer le prix de la souveraineté. Ça, il n'y a rien à faire. Mais lorsque je paie ce prix de la souveraineté, il faut que je puisse savoir que les chances de développement sont à ma faveur. Et que lorsqu'on m'appelle par exemple Niger et que j'ai de l'uranium suffisamment pour alimenter donc la mère patrie, que je puisse mettre donc la technologie, que l'Union africaine puisse dire, arrêtez donc de venir surexploiter l'uranium du Niger. Nous ne voulons plus désormais que vous exploitez notre ressource de cette manière-là, mais nous imposons désormais, voilà les conditions dans lesquelles que l'Union africaine véritablement puisse avoir un droit de veto au niveau par exemple, des grandes nations. On peut nous entendre. Wilfried Monou, la souveraineté a un prix d'ici Casimir Pédion. Oui, la souveraineté a un prix, mais je pense quand même que nous arriverons progressivement. Il ne faut pas qu'on mette la charrue devant le bœuf. Je crois que d'abord, il faut amener tous les pays africains à adhérer, à adopter le principe de prélèvement de 0,2%. Et la décision de la Côte d'Ivoire, j'ai dit tout à l'heure, il faut faire une étude. Parce qu'en fait, la grande difficulté de cette décision, c'est au niveau de l'applicabilité. Malheureusement, chez nous, ou sous nos cieux, on n'a pas de période transitoire d'observation. On aurait pu, par exemple, dire de 2018 à 2020, on va observer l'application directe en imposant directement, en prélevant directement sur les importations. Ou entre la période, puisqu'il y a déjà pratiquement dans les sous-régions des prélèvements communautaires qui se font, on va répartir cette manne entre la région et le grand regroupement. Donc voilà un peu des pistes qui ont manqué. Mais je sais quand même qu'il y a
un comité qui travaille encore à ce qu'on peaufine davantage cette tasse-là et qu'on puisse rallier tout le monde sur le plan diplomatique. Mais nous appelons une chose quand même, bien sûr, comme il le dit, nous appelons à ce que nous ayons plus la présence de l'Union africaine au niveau des pays. Nous voulons sentir l'Union africaine dans les décisions économiques. Nous voulons que l'Union africaine accompagne nos pays dans la marche de la conquête de notre place dans le reste du monde. N'est-ce pas un départ avec l'instauration de cette tasse? On va évoluer dans ce débat. L'instauration d'une telle tasse fait également apparaître une certaine discrimination entre produits africains et non africains, ce qui est vu par les États-Unis et d'autres pays occidentaux comme contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Alors, un argument qui pourrait faire obstacle à cette réforme, réforme quand même noble. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est à nous de fixer nos politiques. Nous avons participé, nous avons décidé librement d'aller aux règles de l'OMC. Mais ce n'est pas à cause de ça que nos pays rentrent sans difficulté dans les autres pays, dans les pays du reste du monde. Donc il faut que nous ayons aussi une politique qui nous permette aussi de financer notre organisation. Et donc moi je pense que nous devons pouvoir expliquer aux autres de façon diplomatique, sans avoir à tenir des bras de fer, des langues de bois, pour leur montrer que nous avons aussi besoin de nous autosuffire. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'aide au développement, ça menuise. Et nous en avons bénéficié pendant 60 ans, c'est là où nous sommes. Donc il est temps que nous puissions avoir nous-mêmes les rênes de décision de notre développement en optant sur les ressources que nous allons utiliser. Et nous avons opté pour cette fois-ci prélever 0,2% sur les importations des produits qui ne sont pas africains. Donc, c'est-à-dire tout ce qui vient du reste du monde vers nous. Donc, c'est que nous sommes déjà en train d'aller vers une zone douanière au niveau de l'Afrique. Et ça, on ne peut pas nous en empêcher. Est-ce qu'une façon de dire qu'il est temps de réviser ces règles de ces organisations, ces règles assez contraignantes pour les pays africains? Oui, en fait, c'est parce que les pays africains vont souvent dans ces négociations-là de façon éparse, dispersée. D'accord? Or, si aujourd'hui, l'organisation de l'Union africaine prenait le lead pour ces négociations, donc toutes les observations des pays sont reversées à l'Union africaine qui les porte au niveau international pour discuter. Donc désormais ce ne serait pas un représentant du Bénin que les autres auront en face. Est-ce que vous voyez? Donc ce serait l'Afrique en entier qu'on aura en face et on pourra discuter. Là, nous allons davantage mieux peser sur les décisions du monde. Casimir Pédior, l'Organisation mondiale du commerce ou les règles du commerce international pourraient-elles faire obstacle à l'instauration de cette taxe sur les importations? Et c'est justement le rôle que ces organisations jouent, au-delà donc de tout la bagatelle de documents qu'ils ont et qu'ils miroitent chaque fois. Ces organisations, elles sont là, donc elles ont été créées pour être donc jouer le rôle de gendarme pour donc certains pays africains qui à un moment donné pourraient se rebeller, pourraient se lever pour donc vouloir s'affranchir. Et donc ces organisations sont là pour dire non, vous arrêtez ça. Et c'est ce que ça revient encore à ce que j'ai dit et ce que Wilfried Monod a développé. On a forcé personne à signer ces traités. Oui, on a forcé personne, mais quand vous lisez bien, c'est une contrainte, c'est des conditionnalités auxquelles vous ne pouvez ne pas donc souscrire. Et donc je dis aujourd'hui, il faut que l'Union soit véritablement forte. Il faut que l'Union africaine aille au-delà. Il faut que nous ayons un regard bienveillant. Et quand je parle de regard bienveillant, j'ai envie de citer le veto. Il faut que l'Union africaine puisse arracher son veto au niveau du Conseil des Nations pour que véritablement des organisations comme l'OMC puissent véritablement ne pas être ce gendarme-là qui va nous empêcher d'aller loin. Parce que
véritablement, si ils sont là, les experts, ils sont en train d'observer chacune de nos décisions, chacun de nos pas pour véritablement dire non, attention, vous avez souscrit à tel. Et là, ils ne s'adressent pas à l'Union. Très souvent, ils s'adressent individuellement à des pays. Et donc, l'OMC peut aller, par exemple, influencer une décision au niveau donc de l'Égypte pour dire non, écoutez, vous avez souscrit à temps, si vous allez à ça, écoutez, nous allons nous retirer de tel accord, vous n'allez plus bénéficier de ci. Et là, les pays sont plus forts que l'Union. Or, ça devrait être le contraire. Du moment où nous avons tous souscrit à l'Union africaine, nous devons faire en sorte que l'Union africaine soit donc notre représentant légal. Et donc, quand ces organisations veulent influencer, que l'Égypte dit non, désormais, vous irez discuter avec l'Union africaine. Il ne me revient plus de droit, mais vous irez peut-être avec mon représentant. Mais ce que l'Union africaine aurait décidé, c'est ça ce que nous aurions décidé. Ou bien, quand ça arrive comme ça, que l'Égypte fasse appel donc à l'Union africaine pour dire, sommet international ou bien extraordinaire des chefs d'État, attention, j'ai mon partenaire qui m'a dit ceci. Je voudrais que vous m'épaulez, je voudrais que vous me soutenez. Parce que si moi je l'écoute, c'est que moi je sors donc de notre traité. Donc, que ça soit véritablement un discours franc, qu'on sente véritablement que les pays sont dans l'Union et non que les pays sont supérieurs à l'Union. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que même le plus petit pays, en termes donc d'importation, peut se dire un jour, écoutez, votre histoire là, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne partage pas les idéaux de Kagame, je ne partage pas les idéaux du Rwanda, donc je suis libre de payer. Parce qu'il n'y a aucune contrainte aujourd'hui, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun lobbying qui puisse permettre aujourd'hui à un pays X d'aller donc honorer cet engagement. C'est une question de bon sens, de moralité. J'ai envie de le faire. Que j'aille au sommet ou que je n'aille pas au sommet, ça ne gêne personne. Ça n'émousse pas donc mon activité de toutes les façons. Je gère mes crises moi seul. Je n'ai pas besoin de pour donc faire chose. Or, ça ne devrait véritablement pas être ça. Donc, je crois que l'Union doit travailler et transcender cette même mise-là. Et si on doit le faire, c'est que déjà l'aide au développement, voilà des incongruités dans notre processus de développement. On ne peut plus parler aujourd'hui de l'aide au développement si vous voulez être véritablement souverain, si vous voulez parler comme les Blancs, comme eux, vous devez véritablement faire face à... Faut-il se passer des aides au développement? Non, nous sommes dans... Oui, les aides au développement ont montré leurs inefficacités aujourd'hui sur le continent. On a compris aujourd'hui que le mécanisme... D'ailleurs, je crois, il y a le rapport, donc le dernier rapport de la structure là qui me vient pas en esprit là, qui aujourd'hui a redéfini, voilà, de la Banque africaine de développement, le dernier rapport qui aujourd'hui a redéfini la stratégie de financement donc de nos économies, des infrastructures sur le continent. Et donc l'aide au développement aujourd'hui ne peut plus servir à développer le continent. Il faut aller vers d'autres mécanismes tels que par exemple l'économie participative ou bien le financement participatif pour véritablement financer notre économie. Donc moi je crois que cette affaire d'aide au développement, c'est ça qui nous a abrutis durant tout le temps. C'est ça qui nous amène à dire nous irons progressivement, cher Wilfried Monod. On ne peut plus aller progressivement. Il faut aller maintenant avec une vitesse de croisière parce que nous avons existé au même moment. Nous avons existé au même moment que l'Europe. L'Afrique a existé au même moment que l'Europe. On a toujours évolué dans la même donc fourchette. Et je dis, on ne peut pas chaque fois sous le pseudo de nous venons de naître. Nous ne venons pas de naître. Les pays africains existaient au même moment que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres. Et donc, le berceau de l'humanité. Et mieux, nous sommes le berceau de l'humanité. Et donc, pourquoi à chaque fois, quand il s'agit des questions de développement, il faut aller progressivement? Il n'y a pas de progressivité. Moi, je pense quand même qu'il vaut mieux aller progressivement parce que nous avons notre histoire. D'accord? Et vu que nous avons une histoire, il ne faut pas se laisser tout le temps sous le poids de cette histoire. Je suis d'accord avec vous, mais il vaut mieux aller progressivement. J'ai parlé tout à l'heure de transfert de compétences. Aller progressivement, aller rapidement aussi. Aller sûrement. Voilà. Aller sûrement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Afrique reçoit trop de dictats. Or, pour se passer de ces dictats, il lui fallut que nous ayons nous-mêmes les ressources humaines qualifiées pour pouvoir faire face aux défis parce que nous ne pouvons pas évoluer en vase clos. À partir de ce moment, quelles sont les obligations que nous nous faisons
pour pouvoir répondre à ce défi aujourd'hui de l'humanité. Regardez, en matière de technologie, quelles sont les innovations de l'Afrique? En matière de l'industrialisation. En matière d'industrialisation, nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin. Vous imaginez tout ce qui est grande entreprise, pour ne pas dire entreprise industrielle en Afrique, les capitaux sont détenus par des étrangers. D'accord? Donc il faudrait que nous travaillions à construire notre propre tissu économique qui puisse être indépendante de ces économies étrangères. Donc nous n'allons pas évoluer en vase close, mais nous allons travailler avec les autres. Nous allons donc rester dans la logique du transfert de compétences jusqu'à ce que nous puissions aisément prendre des décisions et rivaliser avec les autres. N'oublions pas que, on ne le dit pas, nous sommes dans une guerre économique. Et en matière de guerre économique, si moi je dois vous dominer, je ne vais pas vous aider à me faire volte-face. Et voilà la situation dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui est la risée de tout le monde veut venir tirer les meilleurs fruits de l'Afrique, mais qu'est-ce qu'on donne à l'Afrique? Alors, que pensez-vous justement de ces analystes qui estiment que le continent gagnerait plus à s'offrir une position d'influence forte en ce qui concerne les négociations sur les prix des matières premières? Parce que l'Afrique a les matières premières, mais l'Afrique ne fixe pas forcément les prix. Oui, voilà aussi une réalité du marché. C'est une réalité du marché, puisque nous n'avons pas une politique africaine de production de ces matières premières. Chaque pays, défendant ses intérêts, produit la même matière. Je prends l'exemple du coton. Le Bénin a ses objectifs en matière de production du coton. Le Mali, premier producteur aussi, a ses objectifs de production du coton. Le Burkina, ainsi de suite. Mais lorsque nous allons dire, au niveau de notre sous-région, voilà la quantité que nous allons mettre sur le marché international, voilà la quantité que nous allons exploiter en transformant ces produits sur le plan local, en créant la valeur ajoutée au plan local, vous verrez que nous allons déjà commencer par dicter nos règles aux autres. Parce que le marché est libre. Il définit le prix par l'offre, la confrontation de l'offre et de la demande. Donc, lorsque nous produisons tous et que l'offre dépasse la demande, qui est toujours définie par les autres, vous êtes d'accord que c'est les autres qui fixent le prix? D'où la zone de libre-échange que propose toujours Paul Kagame pour l'Union africaine. Cette zone est la bienvenue. Cette zone est la bienvenue et au-delà de cette zone, moi je pense personnellement que l'Union africaine a beaucoup plus à gagner. Juste là, nous faisons le débat sur le fonctionnement de l'Union africaine. Hein. Ça, il faut l'expliquer aux téléspectateurs, il faut l'expliquer à l'opinion internationale et aussi aux Africains. Nous ne parlons que du fonctionnement. Alors qu'au-delà du fonctionnement, il y a la question du financement, il y a la question de où est-ce que nous allons trouver l'argent. Et déjà, il faudrait déjà que l'Union commence. Je m'inscris parfaitement dans la logique de ceux qui pensent aujourd'hui que l'Afrique doit faire face donc à son développement. Et donc, il faut déjà commencer par rompre avec il faut rompre les liens économiques avec donc les Occidentaux. Il faut déjà commencer par aller vers une zone, comme vous l'avez dit, de libre-échange, mais aussi une zone de monnaie unique. Il faut aller vers ces réalités-là. Il faut donc opérer ces réformes-là, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un financement pour vous-même, si vous voulez développer donc vos industries, si vous voulez industrialiser donc le continent africain, ben, il va falloir travailler, parce que je ne suis pas d'accord avec le transfert de compétences. Nous sommes tous concurrents avec l'Afrique, un continent concurrent avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Amérique, avec les pays asiatiques. Et donc, eux ne vont pas vouloir donc mettre à votre disposition leur savoir-faire. Vous irez arracher, s'il vous plaît, la compétence, vous irez vous faire former. Et il faut sensibiliser aujourd'hui les cadres africains à rester sur place et travailler. Et vous offrez les meilleures conditions de travail à ces cadres-là pour que véritablement le patriotisme puisse être développé. Parce que moi, je ne peux pas aller faire des études au niveau, donc je ne sais pas, d'une industrie qui fabrique peut-être des smarts, alors que dans mon pays, on n'a aucune infrastructure pouvant me permettre.
Je ne peux que aller donc travailler quelque part en Chine ou au Japon, ou je ne sais pas trop. Donc, véritablement, la question de libre-échange partira d'abord de la zone de libre monnaie. Ça partira également de la zone industrielle que nous aurons créée sur nos continents. Et ça, je crois que c'est l'Union africaine qui serait véritablement le porte-flambeau donc de ces innovations, de ces mécanismes de développement. Parce que le fonctionnement de l'Union africaine ne devait pas normalement scléroser les débats. Nous pourrons partir peut-être des importations pour aboutir donc au fonctionnement déjà de l'Union africaine. Mais au-delà, il va falloir aujourd'hui que les exportations puissent rapporter, je l'ai dit à l'entame de cette émission, que les exportations puissent rapporter suffisamment de devises au continent. Et puisque vous travaillez davantage, vous en aurez davantage. Parce que si vous développez vos exportations, si vous développez les matières premières, si vous développez toute donc cette bagatelle-là de produits, de matières premières que vous avez sur le continent, l'Union africaine aura davantage. Donc moi je pense que le développement partira donc de ces principes-là et il va falloir également faire ce débat pour éclairer davantage les Africains, éclairer les dirigeants parce que j'ai l'impression qu'ils le savent, mais ça sommeille en eux. Il faut le leur dire pour que véritablement on ait vers ce développement. Je crois qu'aller vers l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations, c'est déjà un point de départ. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie. Wilfried Monou, directeur de publication du tabloïd Économie Plus à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous, l'information revient sur Sika.